Bonjour à tous, donc moi je suis Ludovic Giraudon. Je travaille chez Réseau Entreprendre Paris, qui est une structure qui accompagne des entrepreneurs. Et je vais avoir le grand plaisir d'animer ce panel. Et j'ai beaucoup de chance parce que je suis entouré de 3 super entrepreneurs qui vont nous partager leur vécu sur le thème de comment est-ce qu'on applique la culture d'entreprise au quotidien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui me semblerait peut-être intéressant, alors on est ensemble pour une trentaine de minutes, hein. On va discuter entre nous 20 minutes, et puis ensuite on se laissera 5-10 minutes de questions-réponses avec vous côté public. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la culture, je pense que c'est important quand même de poser un peu le cadre, et on va faire un rapide tour de, pas de table, mais de canapé, pour savoir un peu mieux qui vous êtes, ce que vous faites au quotidien. Surtout, ce qui m'intéresserait, c'est de bien comprendre la grande mission de votre boîte. Et également, si vous pouvez nous partager 2-3 grands chiffres clés que vous seriez fiers, ça nous permettrait de un peu mieux nous rendre compte de là où vous en êtes aujourd'hui. Tu veux commencer, Julie ? Ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Shanxing, je suis cofondatrice de Bloom at Work. Nous, notre mission, elle est très simple, c'est de booster l'épanouissement au travail. Donc, c'est une mission qui nous porte tous. Par tous, j'entends la vingtaine de personnes qui travaillent sur le projet Bloom at Work. On a aujourd'hui 3 ans et on accompagne à peu près 70 clients entreprises de toute taille, tout secteur. Donc concrètement, on va les aider à mesurer, analyser et surtout améliorer le bien-être au travail des collaborateurs. Super. Donc toi, effectivement, Julie, tu vas avoir une double casquette dans ce panel, puisque à la fois la culture d'entreprise, tu la vis en tant qu'entrepreneur dans ta propre boîte, mais également en observant finalement toute la vie de tes clients. Donc tu pourras nous partager un peu ces 2 visions. Jean, un petit mot ? Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Moi je suis Jean Moreau, cofondateur de Phoenix. On est une start-up de la Tech for Good qui a pour vocation de réduire le gaspillage alimentaire et de donner une deuxième vie à tous les invendus à travers 3 canaux de valorisation. Le premier, c'est une application mobile grand public que je vous invite à tous télécharger, qui permet de racheter à prix cassé les invendus dans vos commerçants de proximité. Ce qui n'est pas racheté par les consos engagés et basculé sur une plateforme numérique de dons aux assos caritatives. Donc on connecte Carrefour, Leclerc, Franprix, Biocop avec les Restos du Cœur, Emmaüs et la Croix-Rouge dans une logique de dons alimentaires. Et le résidu, ce qui est ni racheté à prix cassé ni donné aux assos, est proposé à des filières animales, une ferme, un parc animalier, un centre équestre, une porcherie. Donc voilà. Le but, c'est d'arriver vers du zéro déchet, de vider les poubelles et de changer un peu le paradigme sur la façon dont les déchets ont été traités jusqu'à maintenant et très souvent enfouis, incinérés et mis en décharge. Et en quelques chiffres, donc on a 5 ans, on est 150 et puis évidemment ce qui fait la spécificité de notre métier, enfin notre business et notre boîte, c'est qu'on marche sur 2 jambes, une jambe chiffre d'affaires ambition, puisqu'on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, et une jambe impact, et donc on est très fiers de dire que collectivement on a sauvé de la poubelle plus de 60 millions de repas, et que tous les jours on sauve de la poubelle 120 000 repas au quotidien. Donc voilà, nous on est une boîte mission driven, mais on y reviendra. Top. Merci beaucoup Jean. Tigrane ? Bonjour à tous. Donc, je suis un des 2 cofondateurs de Big Mama, qui fait des restaurants italiens. Voilà, on a 10 restaurants italiens, 7 à Paris, 1 à Lille et 2 à Londres. On a cofondé Big Mama on a ouvert le premier resto il y a 4 ans et demi. On est un peu plus de 1000 aujourd'hui. On sert entre 8 et 10 000 clients par jour. Nous, on a une mission plutôt interne, ce qui est assez bizarre pour un milieu d'hospitality qui normalement devrait être orienté client. Notre mission, c'est Change People's Life with Pizza. Et en fait, c'est notre vie à nous, en commençant par la mienne en tant qu'entrepreneur. Big Mama a changé ma vie, mais évidemment, notre mission, c'est de changer la vie de nos 1000 gars qui se défoncent tous les jours dans nos restos. Et voilà, donc il y a plein de KPI sympas là-dessus. On a 3 valeurs fortes, on y reviendra je crois après, mais on a 85% des jobs depuis 4 ans qui sont fournis en promotion interne. On a une 60aine de personnes qui ont démarré soit plongeurs, soit commis, qui sont aujourd'hui managers de restaurants qui font 1000 couverts par jour et plus de 10 millions de chiffres d'affaires par restaurant. Donc ça, on en est assez fiers. Et sur le côté impact, on n'est pas une entreprise à mission, mais on est devenu la première entreprise de restauration en Europe à devenir B Corp, qui était suite à 4 années d'essayer de faire les choses voilà, chaque jour un peu bien, un peu meilleur, sans vouloir changer le monde, changer la vie de nos gars à nous. Voilà. Merci beaucoup Tigrane. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on sent déjà qu'au travers de vos missions respectives, on
prédessine un peu le contour de vos cultures. Et ce qui m'intéresserait là, c'est qu'on parle un peu de à quel moment dans vos boîtes, à quel moment l'histoire de vos boîtes vous êtes dit tiens, le sujet culture, valeur est important. À quel moment vous êtes dit tiens, il faut vraiment qu'on se penche là-dessus, qu'on le théorise un peu et qu'on le formalise. Peut-être Jean, si tu veux commencer. Allez. Merci pour cette passe décisive. On y va. Moi, je fais partie des gens qui déjà sont un peu dans la caricature de formation qu'on a décrite juste avant, c'est-à-dire prépa, école de commerce, un tour à Sciences Po. Et à cette époque-là, j'avais le sentiment en école que ces sujets étaient super bullshit, pour être honnête. Je me disais culture d'entreprise, etc. C'est des métiers, même RH, hein, c'était des métiers que je trouvais des métiers support, qui ne me semblaient pas au cœur du truc. Et en fait, je pense que c'est ma principale erreur. Et j'ai assez vite réalisé que c'était le nerf de la guerre et la colonne vertébrale d'une boîte. Et alors, il y a eu des prises de conscience à plusieurs niveaux. Déjà, quand on passe des caps, 10, 20, 30, 40, 50, premier truc. Quand c'est plus toi qui recrutes en direct, et que donc tu vas arriver dans la boîte des gens que tu n'as pas connus, puis tu reçois un mail de alexandre@phoenix.com et tu sais pas qui est Alexandre, sur quel truc il travaille. Donc tu sens qu'il faut passer les messages, construire une culture et passer la balle à des gens qui vont recruter pour toi. Après, post-levée de fonds aussi, nous on a fait 3 tours de table et à chaque fois c'est vrai que ça crée c'est un peu anxiogène ces choses-là, quand on a des fonds qui rentrent, quand on a des nouveaux profils qui débarquent, souvent des profils un peu câblés, plus seniors, plus expérimentés, il faut rassurer les gens, il faut réaffirmer la mission, réaffirmer la culture, réaffirmer la valeur. Et donc voilà, c'est sur ces gros temps forts, passage de cap, recrutement, et puis post-levée de fonds. Et puis nous, il y a un dernier truc, après je passe la parole, c'est qu'on est, on est implanté de façon multilocale, c'est-à-dire qu'on est sur les 150 personnes, on est 80 à Paris, vers la place de Clichy. Et après, on a le reste de l'équipe qui est éclaté sur une vingtaine de villes. Ils sont 10 à Rennes, 6 à Nantes, 8 à Lyon, 5 à Marseille. Et donc, il faut qu'il y ait de la cohérence, il ne faut pas qu'il y ait de contre-culture, il ne faut pas qu'il y ait de scission interne. Donc, ce truc-là qui chez nous est très fort, gérer des gens à distance et maintenir une culture uniforme sur plusieurs territoires. C'est important d'avoir une culture et des valeurs auxquelles tout le monde se rattache facilement. Merci beaucoup Jean. Alors toi Tigrane, quand on a préparé ce panel, tu m'as parlé d'un moment que j'ai trouvé assez fort dans la vie de Big Mama. Et la manière dont tu m'en parlais, j'ai vraiment senti que c'était un moment un peu fondateur. Là, il me regarde avec des yeux, mais de quoi il parle? Je fais écho en fait à votre tout premier restaurant qui était un restaurant temporaire dans le sud de la France. Et tu m'as raconté un peu cette histoire, ces mois passés ensemble, et en quoi est-ce que ça avait forgé un début de culture chez Big Mama. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. On a eu un restaurant à Gordes en 2014, qui était un restaurant saisonnier. En gros, on a mis 2 ans et demi pour monter le premier resto. On était 2. Les gens nous regardaient un peu, genre, vous voulez monter un resto italien, une pizzeria à Paris, il y en a 250 milliards. Qu'est-ce que vous foutez au bout de 2 ans et demi? Vous n'avez toujours pas ouvert un bouclard. Donc on s'est barré dans le sud de la France et on n'avait jamais porté une assiette de notre vie. Donc on a été se former dans ce restaurant saisonnier qu'on a pris le 15 mai pour ouvrir le 15 juin. On a monté une équipe en 3 semaines. Et comme on n'avait rien et qu'on était dans la merde, on a loué une espèce de maison à 10 minutes du resto, parce que c'était saisonnier, donc on avait fait venir, il y avait à peu près 3 quarts d'Italiens, 1 quart de Français, et on avait logé tout le monde dans cette maison-là. Je ne peux pas vous donner les détails de la vie de cette maison, mais vous imaginez que 25 personnes qui se lèvent le matin à 7h et qui se couchent à 1h parce qu'on fait de la restauration, ça crée du lien, ça crée une âme. Et effectivement, je racontais cette histoire-là pour dire que la culture d'entreprise, c'est quelque chose d'assez intangible quand on crée une entreprise. C'est difficile de dire, OK, je vais créer une entreprise sur cette valeur, cette valeur, cette valeur. C'est là où je trouve ça extrêmement compliqué. En revanche, il y a une espèce de... Ouais, il y a une vibe, il y a une énergie, il y a une âme intangible qui se crée dans votre groupe au départ et qui, elle, amène un certain nombre de choses qui créent votre culture d'entreprise. Donc, pour répondre à ta question, nous, on a connu de l'ultra-croissance, puisqu'on était 2 il y a 4 ans, on est 1150 aujourd'hui. Donc, tout l'enjeu, c'était de se dire, quand on a ouvert le premier resto, il y avait une énergie, il y avait une âme extrêmement forte qu'on ne savait pas trop décrire. On la vivait, on était tous les jours dans le restaurant. Et puis les gens nous disaient, mais tu vas voir, en fait, cette énergie-là, tu vas la perdre quand tu seras 150, 500, 1000. Et tout l'enjeu, ça a été justement de ne pas la perdre et de la structurer et de la processer. Alors, processer une culture d'entreprise, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, c'est de mettre des rituels.
c'est de mettre des rituels et c'est de mettre, si on veut faire vivre une culture d'entreprise, il faut la bassiner tout le temps. Il n'y a pas une réunion que je fais, ça peut être une réunion qui n'a rien à voir avec la culture d'entreprise, où j'arrive et je dis, guys, juste pour info, qui on est, c'est quoi? 3 valeurs, ça prend 3 minutes, et au bout de 10 minutes, si on parle de quelque chose qui n'est pas du tout en valeur avec ça, je leur dis, stop, on est à côté de la plaque. Et ça, on a inculqué ça de manière très très forte, et j'espère, en tout cas je pense qu'en étant 1000 aujourd'hui, on arrive à garder, à faire vivre ça, et voilà, on pourra rentrer dans le détail de comment concrètement, mais c'est important de processer petit à petit la façon dont on fait vivre cette culture d'entreprise. Merci beaucoup Thierry. Effectivement, on reviendra dans un instant sur un peu plus de détails sur la manière dont vous faites vivre tout ça chez Big Mama. Toi Julie, peut-être ce qui serait intéressant, c'est que tu nous éclaires un peu sur le niveau de maturité que tu constates chez les clients que vous accompagnez chez Bloom at Work. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a été surpris au fur et à mesure qu'on bossait avec différentes entreprises du fait que le niveau de maturité n'a rien à voir en fait avec est-ce que je suis une start-up ou un grand groupe, est-ce que j'ai 1 an ou 100 ans. Finalement, ce qui va être le plus important, c'est la prise de conscience au niveau du top management, voire du CEO. C'est ça qui va vraiment infuser ensuite toute l'entreprise. Cette prise de conscience, on peut la distinguer en 2 types. Il y a ceux qui sont convaincus, donc qui créent leur boîte avec des convictions fortes, peut-être comme tous les deux. Il y a les startups, mais il y a aussi des PME dans lesquelles on va retrouver des cultures familiales fortes et qui sont là depuis le début. Et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt des pragmatiques, qui finalement ne s'intéressaient pas trop à la question jusqu'à ce qu'elle les rattrape. Ils voient du turnover qui augmente, ils voient qu'ils ont du mal à recruter, ils pressentent des ressentis un peu négatifs, et ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir s'y attaquer. Donc ça répond un peu à la question de ce qu'on peut percevoir. Et il y a peut-être une chose qui pourrait être intéressante aussi, c'est qu'est-ce qui est vraiment la maturité sur la culture d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire une boîte qui est mature sur ce sujet? Pour le coup, il y a ce que tu as dit, c'est-à-dire que les boîtes qui sont vraiment matures, elles le font vivre au quotidien, et c'est incarné tout le temps dans tous les rituels et tous les jours, mais aussi et surtout dans les moments cruciaux de vie de la boîte. Par exemple, chez My Little Paris, les valeurs sont les critères de la grille d'évaluation annuelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vécu même dans les évaluations qui sont attendues par les collaborateurs. Il y a aussi la notion d'exemplarité que tu rappelais aussi. Donc si le top management les diffuse au quotidien, c'est essentiel. Et la dernière chose, c'est que des ressources, de l'énergie vont être investies. En fait, la culture d'entreprise, c'est du boulot. C'est un projet qui doit être mis au même niveau que d'autres projets business. Et c'est ces entreprises qui l'ont compris, qui sont vraiment matures, je pense. Merci beaucoup Julie. Alors Jean, ça m'intéresserait que tu nous donnes quelques exemples chez Phoenix de la manière dont vivent les valeurs, dont peut-être la manière dont tes collaborateurs se sont appropriés le sujet, et voir concrètement quel est l'impact au quotidien de ces valeurs sur tes équipes. Ok. Nous, on est comme Tigrane, on est une Bicorp, et puis on a un truc de plus qui s'appelle l'agrément ESUS. On est une entreprise, mais on est une entreprise d'utilité sociale, et on a pris 2-3 engagements assez forts dans les statuts sur ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Donc on n'est pas des militants, enfin en tout cas pas tous. On n'est pas une coopérative, mais il y a 2-3 trucs. C'est donc lucrativité limitée, transparence, engagement. Et donc lucrativité limitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échelle des salaires chez nous, déjà la grille des salaires est transparente, elle est affichée dans les bureaux, donc tout le monde sait, alors pas nommément, pas nominativement, mais en tout cas par type de poste, quelle est la grille des salaires. Ça, c'était une demande et on l'a accepté. Deuxième truc, on encadre les salaires de 1 à 7 dans la boîte, dans les statuts. Donc, c'est pas juste déclaratif, c'est pas juste du wishful thinking, c'est marqué dans les statuts. Et en vrai, on va plus loin parce qu'en fait, on est plutôt de 1 à 5. Ce qui est à la fois un truc cool parce que ça marque une direction, une volonté, mais qui en même temps peut parfois compliquer les choses dans le changement d'échelle, parce que quand tu dois onboarder des gens qui sont à 120, 130, 150, et que tu as des gens qui sont au SMIC+, du coup tu es en bridge de tes engagements. Donc parfois des engagements trop forts peuvent être contraires à ce qui est bien pour la boîte et pour son changement d'échelle. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça. C'est lucrativité limitée, transparence, engagement. Et puis chez nous, on a des gens, on a un sous-jacent qui est assez cool. Donc on attire des gens sur plusieurs piliers, un pilier social, un pilier environnemental, un pilier économique, puisqu'on fait quand même gagner de l'argent à nos clients, avec du digital en transverse. Donc ça crée un brassage d'aspiration et de profil qui est assez naturel et qui est un atout pour la boîte, évidemment.
Merci beaucoup. Tigrane, tu évoquais tout à l'heure des rituels. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de rituels qui sont assez forts chez vous et qui permettent d'incarner les valeurs? Et quel impact est-ce que ça a sur l'équipe au quotidien? Oui. Nos 3 valeurs, c'est, pour reprendre, parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'est Family First, c'est la force du collectif. On gère nos restaurants comme on gère une équipe de foot. Donc c'est comprendre qu'un resto, ça marche parce que c'est une putain d'équipe qui va à la guerre, tous les services, ensemble. Dans cette notion de Family First, il y a cette notion d'âme et d'authenticité italienne qui est très forte chez nous. On a 65% d'Italiens de nationalité, mais on a 95% des 1000 gars qui sont italophones. Donc il y a une grosse identité italienne avec des gens qui vivent ensemble aussi à Paris, puisque à peu près 60% des gens habitent ensemble aussi. C'est un cas très particulier d'une boîte où les gens vivent ensemble, mangent ensemble, travaillent ensemble. Ce qui a certains avantages et des inconvénients. La deuxième valeur qui pour moi est la plus incarnée et sur laquelle on a le plus de rituels, donc je recoupe ta question, c'est la méritocratie. Pourquoi? Parce que la restauration, c'est un secteur, et c'est ça qui est magique dans ce métier. C'est un secteur où vous pouvez commencer plongeur, migrant plongeur. Vous avez traversé pendant 3 ans 12 pays, les images que vous voyez à la télé, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et arriver chez Ismama en avril 2015, un peu par hasard, et être 4 ans après primo pizzaiolo de Mama Primi, en gagnant 3 300 € net tous les mois, en n'ayant pas de papier au départ, et en ayant 2 ans après des papiers ayant été naturalisés, et en pouvant chaque année aller revoir sa famille au Mali qu'on n'a pas vu depuis 17 ans. Je raconte cette histoire parce que ça incarne la volonté de, quand je vous disais on veut changer la vie de nos gars, il n'y a pas que ces exemples-là, mais ces exemples-là, on en a plein. Et on a aussi le petit Romain bien éduqué qui est arrivé, qui ne parlait pas un mot de français, qui est arrivé runner pour porter des assiettes et qui aujourd'hui est le directeur de Popolare et qui gère une brigade de 120 personnes. Donc, pour reprendre les rituels sur la partie méritocratie, il n'y a pas un job. Du coup, le temps file malheureusement, ouais. Donc si tu peux en citer un emblématique. Il n'y a pas un job. Il n'y a pas un job qui n'est pas ouvert en promotion interne avant d'être ouvert en recrutement externe. Et on a une espèce de dispositif où on tire au sort. Il y a en gros les managers qui sont évidemment là pour assesser le recrutement de quelqu'un, mais on tire au sort 2 personnes dans la boîte qui fait partie du jury de recrutement et qui fait passer les entretiens. Donc un truc très transparent de promotion interne et sur un poste de runner comme sur un poste de directeur des opérations. Merci beaucoup Tigrane. Julie, ce qui serait intéressant maintenant, c'est que tu nous dises en très synthétique, comment est-ce que vous faites chez Bloom at Work en fait, pour mesurer quantitativement l'impact de la culture d'une entreprise sur les collaborateurs et l'engagement des collaborateurs? Oui, en effet, c'est compliqué de passer d'un sujet purement qualitatif et d'un ressenti à des métriques quanti. Et c'est surtout pour ça que les entreprises viennent nous voir pour essayer de comprendre ce ressenti qu'elles ont. La première mesure, en fait, c'est simplement votre intuition. Ça, je vous apprends rien. Vous sentez les choses, vous voyez quand les gens sont contents ou pas, quand la culture existe ou moins. Après, ce que nous, on va permettre de faire, c'est qu'on va vous accompagner sur la mesure de 2 dimensions que la culture va fortement influencer. La première, c'est la dimension sociale, l'esprit d'équipe, les relations qui vont être fluidifiées. Et ça tombe bien, ça fait partie des dimensions qu'on va mesurer avec Bloom at Work. Donc, on va concrètement sonder les collaborateurs très régulièrement avec des questions très concrètes de leur quotidien pour arriver à voir comment ces indicateurs se situent par rapport à un benchmark, mais surtout évoluent. Et le deuxième axe sur lequel la culture va vraiment avoir une influence, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la fierté d'appartenance, du sens et de l'alignement avec le projet d'entreprise. Ça, c'est des sujets aussi hautement qualitatifs que nous, on va essayer de mesurer avec des mises en situation très concrètes et dont on va surveiller l'évolution pour voir si votre travail sur la culture d'entreprise porte ses fruits concrètement. Peut-être je vais te demander d'enchaîner sur la dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les 3. C'est l'impact de la culture. Souvent, quand on pense culture, on pense interne, collaborateur, mais l'impact de cette culture qui rayonne à l'extérieur, au-delà des frontières de vos boîtes, que ce soit sur les clients, les fournisseurs, les investisseurs, les médias.
Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, alors le premier impact, il est sur le recrutement, et je pense que Talent est bien placé pour connaître la question. C'est compliqué de recruter, c'est compliqué de fidéliser vos meilleurs talents. Du coup, avec une culture dans laquelle ils vont se retrouver, forcément, ils vont rester plus longtemps, mais ils vont aussi devenir ambassadeurs. Et c'est là où vraiment la mayonnaise prend. C'est-à-dire que quand vos propres employés commencent à vous recommander des personnes qui sont compétentes et qui sont en fit culturel avec vous, là, vous avez vraiment trouvé le sweet spot. Et la deuxième chose, c'est que j'ai parlé du fait d'être engagé au travail, d'être bien au travail. C'est jamais gratuit pour une entreprise. Bien sûr, elle a à cœur que les gens se sentent bien, mais surtout après, on va mesurer en termes très concrets des bénéfices. Concrètement, un employé engagé au boulot, il est 65% plus énergique dans ses missions et il a de meilleurs résultats. Ça va se ressentir sur votre PNL. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va aussi se ressentir de la part de vos clients qui vont voir des gens plus engagés, plus heureux. Ça va se ressentir de la part de vos partenaires, de vos prestataires. Donc globalement, la culture d'entreprise, c'est pas que une façon de faire plaisir à vos employés, c'est surtout aussi pour vous un levier de motivation intrinsèque essentiel à activer. Merci Julie. Jean, moi il y a un truc qui me vient en tête sur cette question-là pour toi, c'est le sujet des investisseurs peut-être. Parce que vous avez eu plusieurs tours de table, dont un dernier très significatif, tu vas nous en parler. Donc c'est comment est-ce que la culture a impacté ta manière, votre manière avec ton associé d'aller chercher des fonds? Nous, on a fait une levée de fonds donc, de 15 millions d'euros il y a maintenant un an. Et on avait la même réflexion. On voulait aligner nos aspirations personnelles, la façon dont on a géré la boîte et ce modèle un peu hybride, la frontière entre le business traditionnel et le non-profit, donc la tech for good. On voulait avoir des fonds qui nous ressemblent. Donc on est allé voir des fonds de ce qu'on appelle l'impact investing, la finance responsable. Donc on a trouvé des gens qui sont un peu comme dans le même délire que nous, c'est-à-dire qui ont une quête de sens et qui veulent mettre leur argent au service d'une cause qui leur paraisse noble et utile, plutôt que sur du retargeting publicitaire via les cookies, sans faire de caricatures. Et du coup, on a trouvé des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, qui sont très bien, qui sont à la fois très pros, qui ont déjà scalé des boîtes, mais qui en même temps ont la patience et un temps un peu plus long que faire un exit à 3-4 ans. Donc pour nous, c'était c'était vraiment les animaux hybrides qu'il nous fallait au capital autour de la table pour avancer sur la prochaine étape de développement. Et juste sur la question qui est comment ça rayonne à l'extérieur, donc il y a évidemment la marque employeur. Encore une fois, nous on répond vachement à la quête de sens des jeunes générations et des moins jeunes derrière. Et donc ça nous permet d'attirer des talents, alors très souvent avec Jonathan, mais parfois en direct aussi, parce que les gens sont contents de contribuer à une mission qui est assez claire et qui est avec un impact qui est très tangible. Et puis chez les clients aussi, c'est un projet qui en général est plutôt bien accueilli et les gens dans les directions RSE, innovation, développement durable ou même aux achats sont en général plutôt contents de mettre en place ces projets-là. Même d'un point de vue RH, c'est des projets qui sont assez fédérateurs, de dire en fait on va arrêter de jeter les invendus, on va plutôt bien les trier, les mettre sur une plateforme, ça va partir chez le resto du cœur. Il y a plein de, enfin c'est un projet qui est pas très compliqué à vendre, donc on a ce truc-là qui est un atout aussi pour nous. Merci Jean. Toi, Tigrane, est-ce que... Je vais faire rapide. Ouais, merci. Je ne sais pas si tu comptes en parler, mais je pense que ça serait intéressant. Moi, ça m'a marqué aussi dans nos échanges préparatoires à ce panel. C'est le rituel que vous avez juste avant que le rideau s'ouvre dans vos restaurants, qui est très lié à la culture et qui, je pense, a un impact direct auprès de vos clients. C'est les briefings. Les briefings d'équipe pré-service, c'est évidemment pour moi le rituel le plus important, parce que c'est ça qui définit le mood et l'énergie dans lequel on va attaquer un service. La culture d'entreprise, c'est la contagion du bonheur. Le bonheur, c'est une maladie qui se transmet. Si vos gars sont heureux, vos clients sont heureux, les femmes et les maris de vos équipes sont heureux, c'est un truc qui se transmet et on croit énormément dans le fait qu'on est tous responsables du bonheur qu'on va apporter dans une équipe. Et on l'a vu, d'un resto à l'autre, il suffit qu'il y ait évidemment la tête, mais qu'il y ait 2-3 éléments qui viennent mettre du bad mood dans un truc, et assez vite en fait ça se diffuse. Donc l'impact il est colossal. C'est une maladie positive qui se transmet. Top. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes peut-être pour enchaîner sur quelques questions dans la salle. Je ne sais pas qui ose se lancer le premier. Ça doit être vraiment chiant, je pense. Ouais. Qui veut en parler?
Bonjour. Julie. C'est une très bonne question. Effectivement, la culture, ça va être quelque chose de très qui va englober les valeurs et qui va être explicité en fait, in fine par les valeurs. Mais ça recouvre énormément de choses de l'ordre de l'implicite, tous les codes sociaux, toutes les façons de travailler, le langage commun. Ça va vraiment être dans la culture. Et après, dans les valeurs, il y a une chose qui est super importante, c'est que, ok, on va choisir un mot. Par exemple, bienveillance, comme à peu près 100% des entreprises, ou quelque chose qui y ressemble. Ce qui va être vraiment important, c'est ce qu'on met derrière de concret. Donc, c'est quoi les comportements qui vont dans le sens de la bienveillance, ceux qui ne sont pas OK en fonction de cette valeur bienveillance, appliqués à notre métier, notre organe, notre quotidien. Et donc, c'est en ça qu'on a beaucoup parlé de valeurs, mais je pense que par valeur, on entend finalement l'explicitation d'une culture plus diffuse. Donc effectivement, les valeurs, c'est vraiment l'un des piliers de la culture, parce que ça va bien au-delà. Ça peut être la manière de parler, la manière de se comporter, ça peut être un code vestimentaire aussi, ça peut être plein de choses. Oui, Claude. Souvent avec des startups aussi grosses que vous, c'est rare, on n'en a fait que 2. On a fait Content Square, Back Market Allô et Augury. Petite surprise. C'est ton pote de la régie, il Ouais, n'est pas c'est content ça. quand tu parles. Il s'emballe. Franck. Déjà, je pars pas. Et Ça, paf. Ça, c'est la première bonne nouvelle, pour moi, d'abord. C'est une bonne question. Je vais annoncer un truc que pas grand monde sait, mais je déménage de Paris, puisque je pars vivre à Madrid avec ma famille pour lancer Big Mama à Madrid. Et mon associé Victor est déjà parti à Londres pour lancer les restos à Londres. Donc en fait, pour répondre à ta question, dans 2 mois, on va savoir ce qui se passe. Donc on est évidemment en train d'infuser ça à mort, mais vraiment comme des fous tous les jours à tout notre environnement. Et la beauté du métier de la restauration, c'est qu'en fait, il y a des mecs qui ont Big Mama dans le sang plus que nous, on l'a. Et donc, il y a des gens aussi qui sont aujourd'hui dans les restos à des postes de manager, directeurs des opérations, qui ont l'esprit Big Mama encore 100 fois plus que nous. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Mais ouais, en tout cas, je sais que 99% de mon temps que je vais repasser à Paris, et ça va être quand même beaucoup de temps, je vais le focaliser là-dessus. C'est une très bonne question. Moi, je ne suis pas pour la starification des entrepreneurs, qui est un peu une tendance, mais pour le coup, j'ai vraiment réalisé à quel point pendant très longtemps, une boîte ressemble à son fondateur ou à ses 2 fondateurs, ou à ses 3 fondateurs, bref. Et c'est assez sidérant de voir à quel point ça se diffuse et ça reste, même quand on passe des caps. Effectivement, quand on débranche un des 2 ou voir les 2 ou les 3, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, nous, c'est très perceptible qu'il y a un gros alignement entre ce qu'on est, ce qu'on représente, nos personnalités, et puis comment ça se diffuse dans la boîte, quoi. Donc, la première valeur, c'est l'italianité chez nous. Enfin, c'est une valeur très forte qui est derrière. Et ni Victor ni moi ne sommes italiens. Donc c'est un truc qui est quand même extrêmement incarné par le collectif. Donc voilà, on essaie de se rassurer un peu comme on peut, mais c'est pas totalement faux. On a le temps peut-être de prendre encore 1 ou 2 questions rapidement. Allez, 2 questions du coup. Donc la question c'est le fit avec la culture, comment est-ce qu'on teste ça dans le process de recrutement? Je ne sais pas lequel de vous 3 veut se lancer. Moi, je suis peut-être pas le mieux placé. Je pense que j'ai lâché trop tôt le recrutement. Tu vois, j'en parlais avec Frédéric Mazella de Blablacar. Lui, il a continué à parler aux gens, même jusqu'à 1000. Un stagiaire, il prenait un quart d'heure au téléphone, il le faisait vanter dans son bureau. Et c'est une approche très micro-managériale, mais qui, à mon avis, est importante. Moi, j'ai lâché le recrutement hors poste clé dès qu'on était 50-60. Tu vois. Donc, mais on a fait confiance au RH, à qui on a donné des guidelines et puis une culture. Mais je pense qu'en fait c'était une erreur ce que j'ai fait. Il faut garder la main sur le recrutement le plus longtemps possible parce que les erreurs de casting se multiplient quand il n'y a pas. Je dis pas qu'il faut tout faire, mais en tout cas avoir un point de contact avec les candidats, c'est super important. Et nous, je pense qu'on l'a pas assez fait. Et ça fait le lien avec l'autre question tout à l'heure. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est que normalement, si on nous débranche tous les 2, si on a été bon, on a créé une marque
qui incarne les valeurs. Et c'est ça c'est notre job, c'est de créer une marque et un esprit qui dépasse les cofondateurs et qui dépasse. Donc c'est pareil, en fait, les gens doivent se retrouver dans la marque et la marque doit parler d'elle-même et attirer des talents qui sont en cohérence avec ce qu'on a chez nous. Julie Tigrane, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe à la dernière question? Je peux peut-être donner un exemple très concret de du coup, notre process plaisir. interne chez Bloom. Depuis le début, avec Charles, on a une culture du challenge mutuel qui est hyper présente et qui nous a permis de vraiment progresser. Ce qu'on veut poursuivre avec, par exemple, le fait qu'un stagiaire puisse challenger le CEO sur la stratégie quand il en parle, il y a zéro problème. Et du coup, nous, dans notre process de recrutement, la dernière étape, c'est un entretien inversé dans lequel le candidat va convier qui il veut, où il veut et mener l'échange qu'il souhaite pour challenger justement là où les personnes de l'équipe qu'il aura choisi. Et nous, ça nous permet de voir aussi comment il va se débrouiller. Est-ce qu'il a ça dans le sang? Est-ce qu'il a compris que ça fonctionnait comme ça chez Bloom at Work? Donc voilà. Ça va être après à chaque entreprise, je pense, de trouver sa recette. Du coup, toute dernière question au premier rang, monsieur, vous aviez une question? Sony. Sony Music. Talent.io et Réseau Entreprendre. Non, moi j'aime bien Patagonia, j'aime bien Veja, j'aime bien le slip français, des cultures avec des vraies missions, des personnalités qui incarnent bien le truc et puis me concernant un impact social, en tout cas un mode de gouvernance un peu alternatif qui est dans le sens de l'histoire et qui n'est pas resté bloqué dans les années 90. Tigrane. C'est juste Sony? Non, c'était une blague. Mais le Pizza Pino. c'est une bonne question. Nous, on a un management très paternaliste, un peu à l'ancienne, alors que en fait la moyenne d'âge est de 25 ans, donc c'est très bizarre chez Big Mama. Mais je dirais plutôt des Décathlon, des Leroy Merlin, des gens qui ont compris que les hommes c'était l'entreprise et qui ont compris qu'on pouvait changer la vie de leurs mecs, parce que quand on a été les voir, on a compris ça, on s'est dit mais c'est fou en fait, ils sont 10 000 personnes et quand on parle à 10 mecs de leur boîte, la première chose qu'ils disent c'est ça, et ça je trouve ça assez magique. Donc pour te donner un exemple, Décathlon c'est pas mon truc, je me lève pas le matin en disant je veux faire Décathlon, mais c'est extrêmement inspirant de voir comment on peut scaler une boîte à très fort. On a 1850 recrutements à faire l'année prochaine. Comment on va garder cet esprit-là et cette mission? Il y a certaines entreprises comme celle-là ont réussi à le faire. Donc ça, je trouve ça extrêmement inspirant. Merci Tigrane. Julie, une boîte qui t'inspire? Je peux peut-être compléter juste avec, ça a un peu vieilli, mais Netflix, il y a quelques années, avait sorti un deck de slides sur leur culture qui était hyper complet et très intéressant. Il y avait notamment un concept que j'aimais beaucoup, le Brilliant Jerk. C'est le mec brillant, mais qui est en fait un peu un connard au boulot. Lui, il le recrute pas en fait. Et c'était écrit dans leur deck culture. Et ça, j'avais trouvé ça hyper fort. Et c'est un engagement que prend la boîte envers ses collaborateurs que j'ai trouvé très intéressant. Top, merci beaucoup. Et toute dernière question du coup pour vous, très rapide. Si vous aviez un seul mot pour résumer la culture d'entreprise, pour vous, la culture d'entreprise en un mot, c'est? Essentiel. Roulement de tambour, Jean. C'est l'âme de l'entreprise. Et Tigrane? Teasing. C'est le sentiment d'appartenance. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté d'être mes invités ce matin. Un grand merci aux équipes également de Talent.